Faut-il investir dans les larges caps françaises? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on continue notre revue des large caps pour le mois de juin. Donc, on va prendre le top 20, c'est-à-dire les entreprises qui sont durant 21 jusqu'à 10 de, du CAC 40. Je mets Dior qui n'est pas dans le CAC 40. Je vous ai préparé une watchlist. On va passer en revue les colonnes, comme d'habitude. Ici, vous avez le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, vu qu'on ne l'a pas en euros ici, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, VE sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio pour free cash flow, les multiples de valorisation par rapport au bilan, donc ratio cours sur capitaux propres, cours sur capitaux propres tangibles, la rentabilité opérationnelle via le rendement des capitaux investis, donc ça c'est plutôt pour les sociétés non financières. Pour les sociétés financières, on va prendre le rendement des fonds propres, l'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende s'il y en a un, le rendement d'actionnaire, donc ça inclut rachat d'actions ou éventuelle dilution, les free cash flow par rapport au bénéfice net, pour vérifier le payout ratio. Le payout ratio, c'est la proportion de bénéfices nets versés en dividendes, mais les dividendes sont payés avec les free cash flow, donc il faut qu'il y ait une équivalence entre free cash flow et bénéfices nets. Allez, on commence tout de suite avec la première entreprise de la liste qui est BNP Paribas, donc la première banque française. On est à les 99 milliards de dollars de market cap, 1,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé à 5 ans, donc il n'y a pas de croissance, c'est un marché très mature en Europe. En ratio court-bénéfice à 8,5, donc ça c'est bien. Pour les banques, on veut des PE en dessous de 10, parce que c'est un secteur quand même qui est très mature et un peu dangereux, même si BNP est too big to fail, donc il n'y a pas forcément de risque que l'entreprise fasse faillite. On a des décotes sur capitaux propres tangibles, donc ça c'est intéressant. C'est ce qu'on veut sur une banque, parce que les bilans des banques sont difficiles à interpréter. Donc on va prendre ce que nous dit le management et on applique une décote pour avoir une marge de sécurité. Maintenant, elle pourrait être plus élevée. Toutefois, on a 20% de décote sur actifs tangibles, c'est quand même pas mal. En rendement des fonds propres à 9,5, c'est pas exceptionnel. Il faut minimum 10 sur une banque, vu le levier qui est utilisé. Bon, 9, c'est pas incroyable. On a un rendement du dividende à 6,2%. On n'a pas l'info sur le rendement de l'actionnaire, mais il y a des rachats d'actions de mémoire sur BNP Paribas. Donc il faudrait regarder séparément. Pas l'info sur le payout ratio, mais on a un dividende de 6%, market cap de 100 milliards, donc ça nous fait 6 milliards de dividendes, avec un bénéfice net qui est à 12 milliards à peu près. Donc on est sur un payout ratio de 55-60%, ce qui est raisonnable pour BNP. Donc plutôt BNP pour un rentier qui veut son dividende. Il n'y a pas forcément, il y a quand même une marge de sécurité avec la valorisation à ce niveau. Allez, Vinci, donc le spécialiste français du BTP, de l'engineering et de la construction infrastructure. On est sur 78 milliards de dollars de market cap, 8,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc Vinci, c'est plutôt la croissance externe maintenant. Ils font des acquisitions assez régulièrement. Donc c'est pour ça qu'il y a de la dette. Ils utilisent de la dette assez régulièrement pour les CAPEX et aussi pour faire l'acquisition. On est à 8,3 en VE sur EBITDA, c'est quand même pas très cher payé. Je rappelle mon échelle, moi, en dessous de 7, on est value, entre 7 et 12, on est raisonnable, et au-delà, on commence à être un peu cher. Donc là, c'est raisonnable. En termes de PE, on est à 16,4, mais moi, je pense qu'il faut mieux regarder les free cash flow sur cette boîte. On est en dessous de 10, donc ça, c'est bien, c'est value. Pourquoi est-ce qu'il faut regarder les free cash flow? Parce qu'on est sur une boîte qui, maintenant, dégage du flux. Elle n'a plus besoin de réinvestir massivement dans sa croissance, vu qu'il n'y a plus de croissance organique. Donc, elle a plutôt utilisé ses cash flows pour faire des acquisitions. Et le reste, les free cash flow qui vont rester, on va rémunérer l'actionnaire avec. Donc, on est sur une valorisation quand même raisonnable sur Vinci. Un rendement des capitaux investis qui est à 8,5 sur un business qui est capital intensif, c'est intéressant. On est à 3,8% de rendement du dividende. C'est pas incroyable. On pouvait l'avoir à un prix plus attractif il y a quelques trimestres. Mais bon, ça reste intéressant pour quelqu'un qui cherche du dividende. 5% de rendement de l'actionnaire en plus. Donc, il y a des rachats d'actions sur Vinci. Ça, c'est pas mal. Et on a un payout ratio à 53% avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc, c'est complètement soutenable. Donc, Vinci, un bon dossier encore à ce niveau-là. Ensuite, on est sur Thales. Donc là, c'est tout autre profil. On est sur la défense. 62 milliards de dollars de market cap. On est à 2,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Mais la croissance est devant nous maintenant sur Thales, vu qu'il y a des plans de dépenses en armement. Alors que les multiples se sont tout de suite ajustés à la hausse, évidemment. Et on est trop cher payé, à mon avis, sur Thales. 21 en VE sur EBITDA, 60 en ratio co-bénéfice, 29 en ratio co-free cash flow. C'est quand même très cher. 9,5 en rendement des capitaux investis, c'est correct. On a une fois l'EBITDA en dette nette, donc ça c'est soutenable. 1,4% de rendement du dividende, ça vient du fait que l'action est chère. Un peu de rachat d'action, 1,6% de rendement de l'actionnaire. Un payout ratio qui est à 49% et des free cash flow au double des bénéfices nets. Donc ce rendement de l'actionnaire, rendement du dividende est complètement soutenable à ce niveau-là. Moi je pense que Thales, il vaut mieux rester à l'écart. C'est
trop cher maintenant et on ne sait pas s'ils vont arriver à délivrer leur carnet de commande qui est plein à craquer. Ensuite, sur Saint-Gobain, donc le spécialiste des produits pour la construction, la chimie du bâtiment, voilà, plutôt intégré, qui a changé de stratégie récemment. Ils se sont recentrés vers des activités à plus forte marge. C'est ce qui explique aussi que la croissance est faible. Ils ont changé de périmètre, donc cette croissance, elle inclut une variation de périmètre où on a cédé des activités à faible marge pour se recentrer sur des activités à plus forte marge. 56 milliards de dollars de market cap, 8,5 en VE sur EBITDA, c'est quand même pas très cher, 19 en ratio co-bénéfice, 15 en ratio co-free cash flow. Oh, c'est pas si donné que ça, c'est raisonnable, on va dire. Après, c'est une société qui est mature, donc elle dégage du flux, donc il faut mieux regarder le multiple de price free cash flow, bon, qui reste raisonnable. Un rendement des capitaux investis à 9%, 9,2%, c'est quand même correct. Et 1,3 fois le EBITDA en dette nette, donc ça c'est pareil, c'est quand on fait des acquisitions que ça monte. Le dividende à 2,2%, c'est pas extraordinaire, mais bon, on a des rachats d'actions, 3%, donc ça permet d'améliorer le rendement de l'actionnaire. Un pilote ratio à 37%, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc je pense qu'ils vont monter ce dividende sans problème. Donc Saint-Gobain, moi je pense que c'est encore intéressant à ce prix-là, c'est pas trop cher payé non plus. Ensuite, on est sur Crédit Agricole, la deuxième banque française, 55 milliards de dollars de market cap, 13% de croissance du chiffre d'affaires avec manualisé sur 5 ans. Il faut voir ce que ça cache. Est-ce que Crédit Agricole a fait une acquisition? Si vous le savez, mettez-moi ça en commentaire. 5,8 en ratio co-bénéfice. Donc là, il y a une marge de sécurité quand même. Et on a une décote sur actifs tangibles de 10%. Donc il y a une double marge de sécurité. Vraiment, les fonds propres supérieurs à ceux de BNP. Donc c'est pas si mal. On a 11,2%. On est à 6,8% de rendement du dividende. On n'a pas le rendement actionnaire, mais je crois qu'il y a des rachats d'actions sur BNP. Alors, on a des bénéfices nets à 9 milliards et demi et un dividende qui est autour de, à la louche, si on fait du 6% de dividende, il doit être à 3 milliards. Si je ne me trompe pas. Donc, on est, ouais, allez, 3-4 milliards, donc on est sur un payout ratio qui est complètement soutenable, à 45-50%. Donc pas si mal, banque, Crédit Agricole comme banque, pour un entier surtout, je pense. Danone, on est sur le géant l'agroalimentaire français, 55 milliards de dollars de market cap, 1,6% de croissance du chiffre d'affaires avec manualisé sur 5 ans. Donc il n'y a pas de croissance. On est sur une boîte mature et pourtant les multiples sont élevés. Donc je pense que là, c'est un peu trop cher vu la croissance qu'il y a en face et vu le niveau de la rentabilité. On est sur 15 en VE sur EBITDA, 26 en ratio co-bénéfice, 18 en ratio co-free cash flow. Bon, boîte mature, on regarde plutôt les free cash flow. Bon, 18, c'est quand même un peu cher. Il faudrait l'avoir plutôt à 15 pour que ça soit raisonnable. Surtout qu'on a vraiment des capitaux investis qui est à 6,7%, ce qui n'est pas extraordinaire. Et en plus, on est un peu endetté quand même. 2,2 fois les EBITDA en dette nette, c'est un peu lourd. 2,9% rendement du dividende. Voilà, c'est pas si élevé pour une boîte aussi mature. En plus, on a un peu de dilution potentiellement. Ça, c'est des actions qui sont remises en circulation, mais il faut voir si elles sortent de l'autocontrôle ou ce sont des nouvelles actions créées. Donc ça, il faut regarder. Si c'est des nouvelles actions créées, évidemment, ça dilue les actionnaires existants, mais si c'est l'autocontrôle, non. Donc il faut vérifier. Donc Crédit Agricole, je trouve que, pardon, c'est Danone. On est à un payout ratio de 67%, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc c'est soutenable à ce niveau. Mais je pense que pour Danone, on voudrait plutôt un dividende à 3,5-4% avant de commencer à s'y intéresser, vu la maturité de l'entreprise. Engie, l'énergéticien français, attention, il y a l'État au capital, donc interdiction pour moi en tout cas d'investir dans ce genre de dossier. 52 milliards de dollars de market cap, 4,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, je pense que ça va être de l'organique et surtout de la variation de prix. Parce que, en fait, l'électricité a fortement monté sur 2021-2022, donc ça a un impact sur le chiffre d'affaires, évidemment. Bon, les multiples, ils sont bas, 6,5, donc on évalue sur la valeur d'entreprise sur EBITDA. En ratio cours free cash flow, ce qui est à mon avis le plus pertinent pour évaluer la boîte, on a 13,4. C'est raisonnable. Rendement des capitaux investis à 6,8, c'est rien d'extraordinaire. Mais après, c'est intensif en capital, c'est ce genre de boîte, donc c'est normal. 2,2 fois les EBITDA en dette nette, c'est un peu lourd quand même. On est à 8% de rendement du dividende et 6,3 en rendement de l'actionnaire. Donc potentiellement un peu de dilution à vérifier. Payout ratio à 100%, free cash flow plus bas que les bénéfices nets. On s'est endetté pour verser le dividende. Donc là, vous avez la trace de l'État au capital. Il veut son dividende, même si on n'a pas les free cash flow ni les bénéfices nets pour les payer. Donc c'est pour ça que je suis plutôt à l'écart de ce genre de dossier. Ensuite, on est sur Dassault Systèmes, le spécialiste du logiciel, 49 milliards de dollars de market cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annuel de 5 ans. Ça, c'est plutôt la croissance organique, il me semble, vu que c'est quand même un secteur qui est en croissance et une boîte qui est en forte croissance. Encore en croissance plutôt moyenne, on va dire, moyennement élevée. Les multiples sont très chers. 26 en VE sur EBITDA, c'est très cher. On a 39 en ratio co-bénéfice, 28 en ratio cash flow. On n'est pas sur une boîte mature, donc en plus, à mon avis, il vaut mieux regarder le multiple de price earning et il est élevé quand même. Donc je trouve ça trop cher. 9,3% de rendement des capitaux investis, c'est correct, mais pour du logiciel, c'est pas extraordinaire non plus. Bon, les cash nets sur Dassault Systèmes,
Donc il faut peut-être aussi retraiter ces rendements, hein, peut-être en enlevant le cash qui est au bilan pour voir en fait, les capitaux réellement utilisés, quel est leur rendement. Là normalement les fonds propres, il est biaisé par le cash, mais que fait l'entreprise de ce cash, au bilan? Et ce qui devrait pas faire un dividende exceptionnel. On voit qu'il a 0,8 au moment du dividende, pas extraordinaire. Il y a un peu de rachat d'actions, mais on rachète des actions à un multiple qui est rendu très cher, hein, donc à mon avis ça détruit de la valeur. PE ratio à 26, c'est soutenable, avec des free cash flow plus avec les bénéfices nets, bon, mais c'est pas très généreux. Donc tu as ce système trop cher et pas assez, de rendement du dividende pour que ça soit intéressant à ce niveau. Ensuite, Société Générale, la troisième banque française, qui est, honnêtement, la moins bien de toutes, dans le top 3, hein, j'ai l'impression. 42 milliards de dollars de market cap, 1,5 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Un PE de 9,1. Donc là, on est sur, un autre multiple, on va dire, en dessous de 10, donc ça, c'est intéressant. On n'a pas des cotes sur, capitaux propres tangibles, mais on voit qu'on a des cotes sur capitaux propres, donc il faudrait vérifier à combien se montent, les capitaux propres tangibles, mais des cotes évidemment, mais après, c'est mérité, hein. Cette banque est quand même très mal gérée. On voit à ce rendement des fonds propres qui a 7,7 pour une banque, c'est pas terrible, hein, vu le levier qui est engagé. 2,3 rendement du dividende, pas très généreux, mais c'est normal, ils ont dû baisser le dividende pour augmenter les capitaux propres, hein, le ratio, core equity tier 1, hein, les fonds propres liquides en cas de problème, ça, ils doivent le monter. Donc on ne peut pas verser un dividende tant qu'on n'est pas au niveau requis par les régulateurs. Donc là, il y a un problème. Bon, Société Générale, plutôt à l'écart, hein. Orange, donc l'opérateur télécom numéro 1 en France, il y a l'État au capital encore. Donc ça, pour moi, c'est un critère qui m'interdit d'investir dans ce genre de boîte. 40 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. C'est normal, hein, les télécoms, il n'y a plus de croissance du tout, c'est très mature et on ne peut pas du tout monter les prix vu qu'il y a trop d'acteurs. En France, il y a 4 acteurs de mémoire. S'il y a un acteur qui venait à disparaître, peut-être qu'on pourrait recommencer à monter les prix, mais pour l'instant, les prix sont complètement tirés vers le bas. Donc le multiple de VO sur EBITDA, il est value à 5,4, c'est pas cher. On est plutôt sur une boîte qui dégage des free cash flow, donc on va regarder plutôt le multiple de price free cash flow qui est à 11, c'est pas très cher. Rendement et capital investi 6%, c'est une industrie et une boîte qui est très intensive en capital, donc c'est normal. 2%, 2 fois l'EBITDA en dette nette, c'est lourd, mais les télécoms, elles peuvent aller facilement jusqu'à 5 fois vu qu'elles ont beaucoup de visibilité sur les cash flows, elles ont des taux d'intérêt avantageux auprès des banques. Donc en fait, il n'y a pas ce problème avec cet endettement-là. 5,7% de rendement du dividende, peut-être un peu de dilution à vérifier, mais bon, rien de fou, rien de préoccupant. On a un payout ratio qui est calculé à 89%, mais les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets, donc je pense qu'on est plutôt à 60-65%. Donc c'est soutenable à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on garde dans cette liste si on enlève les entreprises pour lesquelles il y a l'État au capital? Ça nous enlève Orange, ça nous enlève un Engie. De mémoire, ça nous enlève aussi Thales. Donc ça, je n'investirai pas là-dedans. Ensuite, si on s'autorise à investir dans une banque, soit on prend Crédit Agricole, soit BNP, ou les deux, hein, si on veut. Ensuite, Danone, c'est trop cher. Compagnie de Saint-Gobain, intéressant, je pense. Vinci, intéressant. Et c'est tout. Donc voilà, dans cette liste, moi je garderai Vinci et Saint-Gobain. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.